Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On l'entendait au début du journal, de nouvelles restrictions apparaissent inévitables. Emmanuel Macron les annoncera peut-être demain compte tenu de l'extension de l'épidémie de Covid-19. On parle de couvre-feu peut-être. Jean Castex lui-même n'a pas exclu de nouveaux confinements locaux. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que la question qu'on se pose, c'est est-ce que le pays qui est déjà secoué par une première crise, la situation économique et sociale, est capable, selon vous, de supporter un nouveau tour de vis de cette nature ? Le pays est certes fatigué, un peu fatigué psychologiquement, mais les soignants le sont beaucoup. Et ce qui est annoncé, ce qui est la situation actuelle dans les hôpitaux et ce qui est annoncé dans les 15 prochains jours est assez alarmant. Et c'est peut-être par ce biais-là qu'il faut commencer à réfléchir. Est-ce qu'on a envie de nouveau d'avoir des hôpitaux surchargés, des soignants complètement malmenés et une incapacité finalement à faire face? C'est d'abord cette question-là qu'il faut se poser, malheureusement, parce que le virus est là. Et cette Après, question, comment ça on va y être plus répond, difficile. Je pense, moi je ne sais pas quelles mesures vont être annoncées, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a à la fois des mesures individuelles à prendre. Je crois qu'on a tous compris qu'on devait sans doute resserrer nos exigences en termes de gestes, de protection, mais aussi de façon de vivre, même si c'est très peu agréable, c'est même très désagréable. Et en même temps, il faut peut-être annoncer des mesures strictes. Moi, je ne suis pas partisan de l'un ou de l'autre. Je dis simplement qu'on ne va pas pouvoir supporter dans les hôpitaux. J'en vais encore les soignants hier au téléphone. La situation dans les hôpitaux devient de plus en plus difficile avec des soignants qui sont déjà extrêmement en difficulté. Alors Laurent Berger, l'une des conséquences de la crise née de cette épidémie, c'est aussi la forte hausse de la pauvreté des personnes passées sous le seuil de la pauvreté. Jean Castex, le Premier ministre, a dit qu'il ferait des annonces dans ce sens pour la journée nationale de la pauvreté samedi. Qu'est-ce que vous en attendez en fait ? Vous savez, la pauvreté, dès 2018, parce qu'on est dans un pays de dingue qui mesure la pauvreté, avec 2 ans de retard, la progression de la pauvreté. Dès 2018, la pauvreté avait progressé dans notre pays. Aujourd'hui, on le sait, avec la crise sanitaire, avec ce qu'on vient de vivre ces derniers mois, ça a explosé. Il suffit d'aller devant les fils de distribution alimentaire pour s'en rendre compte. Quand vous dites explosé, on a des chiffres. Non, justement, on mesure en retard la pauvreté. C'est scandaleux. On mesure tout le trimestre le PIB, mais on est incapable de mesurer la pauvreté. Mais toutes les associations le disent, il y a une explosion des personnes en situation de besoin. Et donc, nous demandons une double chose. D'abord, on demande un chèque relance de 500 € qui permettrait aux ménages les plus modestes de faire face à la situation. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour se nourrir. Les prochaines difficultés, ce sera pour se nourrir et pour se loger. Et nous demandons une revalorisation du RSA. Il l'a rejeté, le Premier ministre, je l'ai bien entendu. Le minima social, qui est le RSA, qui n'est pas attribué aux jeunes de moins de 25 ans, qui sont les premiers impactés par la crise, donc on demande un RSA aussi pour les jeunes, sur revenu de solidarité active pour les jeunes, eh bien, il a décroché par rapport au salaire dans notre pays. Et il faut le revaloriser. Aujourd'hui, il est de 560 €. C'est insuffisant. Et donc, je crois qu'il va falloir à la fois une mesure conjoncturelle, vu la situation de crise, et une mesure structurelle. Et moi, je ne comprends pas ce discours qui consiste à dire « oui, mais la logique, c'est que les gens retrouvent du travail ». Évidemment qu'on est d'accord avec ça. Mais la situation actuelle, c'est que les gens le perdent. Mais vous espérez être entendu ? Il y a un bras de fer qui se joue, puisque effectivement le Premier ministre a dit hier que sur le RSA, il n'était a priori pas question de bouger, qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on privilégie plutôt le retour à l'emploi, l'insertion. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici samedi ? Le retour à l'emploi, l'insertion, très bien. La CFDT, elle a soutenu, comme d'autres, les mesures pour l'emploi des jeunes, les mesures pour l'apprentissage, les mesures de relance pour les entreprises, pour les aider à sauvegarder de l'emploi et en développer. Mais ce que je dis, c'est que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il manque dans ce plan de relance une action particulière en direction de ceux qui sont le plus en difficulté, qui sont les situations de gens qui sont en situation de grande pauvreté, 5 à 7% de la population. Un enfant sur 5 est en situation de pauvreté dans notre pays, c'est la réalité. Et vous savez, il va falloir quand même prendre conscience que toutes les associations de lutte contre la pauvreté alertent qu'une organisation syndicale, la première de ce pays, la CFDT, dont ce n'est pas le cœur de métier principal, dit « attention, il y a un gros risque autour de la pauvreté », il va falloir entendre cela, sinon, je crois qu'ils seront en dehors du coup. Précisément, si le gouvernement vous écoute pas, qu'est-ce que vous allez faire, Laurent Berger ? Ils seront tout simplement en dehors du coup. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'étape de fatigue psychologique de ce pays. Il y a des salariés qui ont peur de perdre leur travail. Il faut les protéger, c'est les dispositifs qui ont été mis en place. Il y a malheureusement des suppressions d'emplois. Ceux qui trinquent le premier, ce sont les précaires, les intérimaires, les jeunes, les travailleurs indépendants. C'est ceux-là qui nourrissent aujourd'hui les personnes qui augmentent le nombre de pauvres dans ce pays. Eh bien, il faut des mesures de lutte contre la pauvreté beaucoup plus fortes. Le 17 octobre, c'est la journée de lutte contre la misère.
eh bien c'est le moment d'agir. Parallèlement à ces mesures que vous réclamez sur la pauvreté, l'Assemblée nationale commence en ce moment l'examen du projet de loi de finances. On en parlait tout à l'heure dans le journal. L'un des temps forts de ce projet, c'est la baisse des impôts de production pour les entreprises que le gouvernement justifie pour que ces entreprises retrouvent de la compétitivité, retrouvent de la marge, mais il n'exige pas ces fameuses contreparties, ces fameuses conditions. Bruno Le Maire a encore dit hier que les entreprises recevraient cette baisse d'impôts sans contrepartie. Est-ce que vous entendez cet argument ? Non, j'entends pas cet argument. Moi, je vous le dis très clairement, il faut aider les entreprises. La CFDT, depuis début mars, le dit, il faut aider à ce que les entreprises se maintiennent à flot. Mais il faut pour cela qu'elles rendent compte, qu'il y ait un contrôle social sur l'utilisation de ces aides. Vous savez, le sujet n'est pas binaire pour ou contre l'aide des aides aux entreprises. Le sujet est simplement qu'on ne peut plus aujourd'hui distribuer un certain nombre de soutiens aux entreprises sans que les représentants des salariés dans les entreprises ne puissent dire si oui ou non ces aides sont utilisées à bon escient, c'est-à-dire pour créer de l'emploi, pour s'inscrire dans la transition écologique ou pour redistribuer de la richesse lorsque ces entreprises en produisent. Et comment on contraint les entreprises à embaucher ou à ne pas licencier ? C'est-à-dire l'aide doit être assujettie à un engagement. L'idée, il n'est pas de contraindre, l'idée, il est de contrôler l'utilisation de ces aides par les représentants des salariés dans les comités socio-économiques. Ça existe. Il faut qu'ils puissent s'exprimer, émettre un avis sur l'utilisation de ces aides et transmettre cet avis à l'administration pour qu'elle puisse dire oui ou non, il faut l'utiliser. Si on l'avait fait dans certaines entreprises qui aujourd'hui ont fait partir leur production, on aurait eu des représentants des salariés qui auraient alerté beaucoup plus tôt l'administration et on n'aurait pas l'espèce de sidération à chaque fois que Bridgestone ou d'autres annoncent qu'ils ferment un site. Laurent Berger, on parle de fiscalité, on parle du budget. La crise du Covid a encore accentué les inégalités selon plusieurs études. Ce sont les ménages les plus riches qui ont épargné, les ménages les plus pauvres qui se sont à nouveau endettés. Comment, selon vous, on pourrait corriger cet état de fait ? Par exemple, c'est François Hollande qui propose ça, par exemple, taxer les dividendes. Ce qui a d'abord accentué les inégalités, c'est la politique fiscale de ce gouvernement. Ouais. Avec des soutiens aux plus riches, et on a vu que ceux-ci s'étaient enrichis quand les plus pauvres se sont appauvris. Et donc, il faut un impôt supplémentaire sur les très hauts revenus, une tranche d'impôt supplémentaire. Qui a été écartée par le gouvernement sûr, une nouvelle fois. Mais tout ça est une question de justice, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire face à un besoin de resserrer les boulons autour de la crise sanitaire, de soutien à l'économie et pas regarder ce qui est la question de la redistribution de la richesse. Le premier levier de la redistribution de la richesse, c'est la fiscalité et il faut pour cela des mesures qui soient prises. J'entends bien qu'ils ne le feront pas, mais la CFDT ne renoncera pas à dire qu'il y a un problème de redistribution de la richesse et de fiscalité dans ce pays. Elle est injuste et elle privilégie les très hauts revenus, ce qui est quand même un comble au moment où la pauvreté progresse. Laurent Berger, il nous reste quelques secondes malheureusement pour une question un petit peu compliquée, mais qui vous concerne directement. On n'a pas compris quel avait été le rôle de la CFDT dans l'affaire Suez-Veolia. On rappelle les faits, 2 membres de votre syndicat ont refusé de participer à un vote qui a fait passer Suez dans le giron de Veolia. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous dites qu'il n'y a pas eu de pression du gouvernement. En quelques mots, dites-nous pourquoi vous êtes abstenu. Les administrateurs d'une entreprise, dans une entreprise, ils défendent leur entreprise. C'est les administrateurs d'Engie. Ils n'avaient pas les éléments pour prendre part au vote. Ils ont considéré que ce n'était pas suffisamment renseigné. Et par ailleurs, la CFDT était opposée à cette précipitation dans ce rapprochement. Donc ça crée un malaise chez vous quand même, à la CFDT. Ça crée, je pense qu'ils auraient pu s'abstenir. Mais ceci étant, ils n'ont pas pris part au vote. Je les soutiens. Et cette affaire, elle est d'abord une affaire de grands capitaines d'industrie qui ont des égos surdimensionnés d'un côté et d'un gouvernement qui n'a pas été non plus très cohérent puisqu'au début il était pour et après il était contre. Donc la CFDT là-dessus elle est assez à l'aise.